Terminal physique-chimie, sujet 1 du centre étranger 2023, exercice 1, contrôle de la qualité d'un biberon. C'est parti. Alors, chez le nourrisson, les ions nitrate NO3- sont incriminés dans la survenue de la méthémoglobinémie, maladie bleue. La formation des ions nitrites à partir des ions nitrates ingérés est réalisée par la flore bactérienne intestinale. Chez les enfants, les ions nitrites en excès provoquent une moindre capacité des globules rouges à fixer et transporter l'oxygène. C'est pourquoi la concentration en ions nitrates dans l'eau potable est réglementée, notamment pour la préparation des biberons. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fixé la concentration maximale des ions nitrates dans l'eau à 50 mg par litre. Par ailleurs, indépendamment de la quantité d'ions nitrates, l'état de conservation d'un lait s'apprécie en mesurant son acidité. Dans cet exercice, on se propose de vérifier par deux méthodes différentes si une eau supposée potable prélevée au robinet satisfait ou non la recommandation de l'OMS concernant les nitrates, partie A et partie B. Déterminer combien de temps un biberon préparé peut être conservé avant consommation, partie C. Partie A. Dosage spectrophotométrique des ions nitrates dans une eau. Par ajout d'acide 2,4 phénol disulfonique, une solution aqueuse initialement incolore prend une teinte jaune, plus ou moins prononcée, selon sa concentration en ions nitrate NO3-. La concentration en ions nitrate de cette solution peut alors être déterminée par la mesure de son absorbance à une longueur d'onde donnée. Donc on a le tableau avec les longueurs d'onde, différentes couleurs. Donc nous, on a initialement incolore, prend une teinte jaune. Ok, on a du jaune. Protocole du dosage. Étape 1, obtention d'une courbe d'étalonnage. Pour vérifier la concentration en masse en ions nitrate NO3- d'une eau, on réalise dans un premier temps plusieurs dilutions d'une solution aqueuse S de nitrate de potassium en concentration en masse TNO3- de 1,010-1 g par litre. On obtient alors une échelle de teinte à partir de 5 solutions phi S1, S2, S3, S4 et S5, plus ou moins concentrées en ions nitrate. On mesure ensuite l'absorbance A des différentes solutions phi à une longueur d'onde lambda judicieusement choisie, puis on trace le graphe de l'absorbance A en fonction de la concentration en masse en ions nitrate TNO3-, figure 1 ci-dessous. Étape 2, mesure de l'échantillon analysé. On prélève un volume de 250 ml de l'eau étudiée que l'on fait réagir avec un excès d'acide 2,4 phénol disulfonique. On mesure ensuite l'absorbance de cette solution avec les mêmes réglages que ceux utilisés à l'étape 1. L'absorbance mesurée est de A égale 0,48. Le spectrophotomètre utilisé lors de ce dosage peut fonctionner avec des radiations monochromatiques de longueur 440, 510, 580, 640 nanomètres. Indiquer la longueur d'onde la plus adaptée pour réaliser ce dosage. Justifié. Donc on sait que la solution prend une teinte jaune plus ou moins prononcée selon la concentration en ions nitrate NO3-. Le jaune est donc la couleur non absorbée. Donc l'absorbance sera plus élevée, plus la concentration sera forte, donc fortement jaune. On doit régler la longueur d'onde à 440 nanomètres. Si on se réfère au tableau, le tableau qu'on nous donnait au départ, on nous disait que la couleur absorbée à 440 nanomètres était bleue et couleur complémentaire jaune. Ça veut dire que nous on la voit jaune, donc ça veut dire que le bleu est absorbé. Donc plus elle sera jaune, plus il y aura de bleu absorbé. C'est pour ça qu'on va se régler à 440 nanomètres. Utilisez la figure 1 pour déterminer la concentration en masse des ions nitrate T1 de l'eau analysée. Donc on peut le faire à deux techniques. A l'aide de la figure 1, on trouve une absorbance de 0,032 g par litre. Donc on se positionne à une absorbance de 0,48. On trace les traits et on trouve 0,032 g par litre. Alors j'ai fait une utilisation d'échelle, c'est-à-dire que j'ai mesuré en centimètres, par exemple combien mesurer de 0 à 0,1 g par litre, ça me faisait tant de centimètres pour arriver ici. Mais pour positionner le 0,48, j'ai fait la même chose. Donc j'ai mesuré de 0 à 1, ça faisait tant de centimètres. Moi j'avais 0,48 et en produit en croix, je pouvais positionner mon 0,48. Sinon, on fait la méthode calcul, c'est-à-dire que je vais d'abord utiliser la loi de Beer-Lambert qui me dit que l'absorbance est égale à K fois la concentration, ou ici le titre massique, la concentration en masse.
Donc K c'est mon coefficient directeur, K c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire que puisque c'est une loi de Beer-Lambert, bah, ça passe par 0 l'origine. Donc j'ai pris le point à 0,6 d'ordonnée et 0,04 d'abscisse, et ça me faisait un coefficient de 15. Et ensuite j'ai calculé ma concentration en masse, T égale à A sur K, donc 0,48 divisé par 15 qui me donnait aussi 0,032 grammes par litre. On désigne par UT1 l'incertitude type sur la valeur de T1. Pour cette détermination, on estime que l'incertitude type relative U de T1 sur T1 était de l'ordre de 15%. Écrire en conservant un seul chiffre significatif pour l'incertitude type le résultat de la mesure de la concentration en ion nitrate T1. Ben alors, je reprends la formule, UT1 sur T1 est égal à 0,15, 15% c'est 0,15. Du coup, ça va me permettre de trouver UT1, 0,15 fois T1. Application numérique, je remplace mon T1 par 0,032 et je trouve 4,8 10-3. En gardant un seul chiffre significatif, ben je vais avoir 0,005 g par litre. Du coup, mon incertitude de la concentration en masse T1 sera égale à 0,032 plus ou moins 0,05 g par litre. Il faut que j'ai exactement le même nombre de chiffres après la virgule quand j'ai une incertitude et un nombre. Maintenant, on va partir sur la partie B. Dosage par titrage conductimétrique des ions nitrates dans l'eau étudiée. Une autre méthode de dosage consiste à faire réagir des ions nitrate NO3- en milieu acide avec une quantité connue d'ions Fe2+. Cette quantité notée NFe2+ totale est largement suffisante pour consommer tous les ions nitrates. C'est l'étape 1. On titre ensuite les ions Fe2+ en excès qui n'ont pas réagi précédemment à l'aide d'un dosage par titrage conductimétrique, c'est l'étape 2. Donc on nous donne les différentes masses molaires, les protocoles, avec les équations de réaction pour l'étape 1 et l'étape 2. On a une courbe de titrage obtenue par conductimétrie. Alors question 4, identifier le réactif titré et le réactif titrant lors de l'étape 2. Les réactifs titrés sont les ions Fe2+ en excès. C'est ceux qui étaient en excès dans l'équation 1. Et on les titre avec les ions Cr2O7-2-. Question 5. À partir de l'exploitation de la figure 2, montrer que la quantité de matière des ions Fe2+ qui ont été versés en excès, NFe2+ excès, vaut environ 3,6 mmol. Donc là, avec la courbe de titrage, je vais trouver le VEC en faisant l'intersection des deux droites, et on trouve un VEC de 12 ml. Donc la relation à l'équivalence, NFe2+ excès divisé par 6, le 6 pourquoi? Parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique de 6, est égal à la quantité de matière de NCr2O7- sur 1. Les coefficients stoichiométriques sont les nombres devant les molécules dans une réaction chimique. Donc du coup je vais faire x6. Mais ma quantité, ma quantité de Cr2O7- c'est égal à la concentration de Cr2O7- fois le VE. Le VE qu'on a trouvé à l'aide du graphique, 12 ml. Je fais mon application numérique et on trouve 3,6 10-3 mol, qui me dit bien 3,6 millimol. La quantité d'ions nitrate recherchée NO3- peut être calculée à partir de la quantité d'ions Fe2+ initialement introduite lors de l'étape 1. NFe2+ total est à partir de la quantité d'ions Fe2+ titrés lors du titrage NFe2+ excès. En utilisant la relation suivante. NNO3- est égal à 1 tiers facteur de NFe2+ total moins NFe2+ excès. Justifier cette relation. Donc on sait que la quantité initiale de NO3- est... Enfin, on sait que NO3-, la quantité NO3- est un réactif limitant dans la réaction 1. Donc ce qui veut dire que NNO3- est égal à Xmax. Le coefficient stoichiométrique de NO3- c'est 1, donc égal à 1 Xmax. De plus, la quantité finale de Fe2+, on peut la noter, c'est NFe2+ excès. Donc ce qui reste de la réaction 1 de Fe2+, on l'a appelé quantité de Fe2+ en excès. La relation à l'état final de la réaction 1 pour Fe2+, c'est NFe2+ moins 3x max. Pourquoi le 3? Parce que le Fe2+, il y a un coef 3 devant. Comme il y a un excès, on peut en déduire que finalement ma quantité NFe2+ excès, c'est égal à ça. Puisque ça, c'est ce qu'on a dosé dans l'étape 2. C'est-à-dire c'est ce qui restait une fois qu'on avait consommé tout ça.
Et on a démontré juste avant que NO3- c'était Xmax. Bah, j'ai juste à remplacer le Xmax par NO3-. Et je transpose tout pour avoir NO3-, du coup, qui sera bien égal à NFE2 plus total moins NFE2 plus excès, divisé par 3. Calculer la quantité d'ion nitrate NNO3- présente dans l'échantillon d'eau. En déduire que la concentration en masse d'ion nitrate T2 vaut environ 33 mg par litre. Donc NO3- est égal à un tiers de 4,010 puissance moins 3, moins 3,6 10 puissance moins 3. Le 1 tiers il est en facteur. Donc, par le calcul, je trouve 1,3 10 moins 4 mol. Donc maintenant j'ai trouvé la concentration en masse. T2 est égal à M sur V. M, c'est petit n fois grand M sur V. Je remplace. Donc ici, il faudrait mieux reprendre le calcul ici. Parce que là, c'est une valeur à approcher. Donc 1,3 10 puissance moins 4 fois 62 divisé par 250 10 moins 3. Et on trouve environ 33 mg par litre. On nous donne ensuite la formule de l'incertitude type de UT2 avec différentes explications sur les termes UVE, UV, UC. Et calculer l'incertitude type UT2 et trouver ensuite un encadrement de la concentration en masse T2. Donc on remplace le UC par 0,2, on va chercher toutes les informations. Il y avait 5 moles de concentration, 0,5 ml pour UVE c'est marqué juste en dessous, pour 12 ça c'était notre VEC. 0,2 c'est notre incertitude sur V, divisé par 250, on n'oublie pas les carrés bien sûr. Le 33, du coup on trouve 2 mg par litre d'incertitude. Donc T2 sera égal à 33 plus ou moins 2 mg par litre. Encadrement, T2 sera compris entre 31 et 35 mg par litre. Conclure sur la potabilité de l'eau prélevée au regard des résultats obtenus par les deux méthodes de dosage étudiées. Les deux méthodes montrent une concentration en masse inférieure à la limite autorisée de 50 mg par litre. Les deux sont inférieurs à 50 mg par litre, donc on est bien. Partie C, combien de temps peut-te conserver un biberon préparé avec du lait en poudre? On prépare un biberon par dissolution de lait en poudre dans de l'eau. Un lait présente une légère acidité qui peut se développer assez vite selon les conditions de conservation. En effet, le lactose présent dans le lait se transforme progressivement en acide lactique. On vérifie l'état de conservation d'un lait en mesurant son acidité exprimée en degrés d'Ornick. 1 degré d'Ornick, notez 1 degré d'Ornick, correspond à 0,10 g d'acide lactique par litre de lait. Donc, partie C, on nous donne la formule semi-développée de l'acide lactique, sa masse molaire, son pKa, les couples, l'acide base, et on rappelle que pKa égale à moins log de Ka. Le couple acide lactique ion lactate. Question 10. Recopier la formule semi-développée de l'acide lactique, entourer les groupes caractéristiques et indiquer leur nom. Donc j'ai recopié. On entoure le OH pour avoir notre groupe hydroxyle, notre COOH pour avoir le groupe carboxyle. Question 11. Représenter le schéma de Lewis de l'ion lactate, base conjuguée de l'acide lactique. Donc il ne faut pas oublier les doublés non-liants sur chaque oxygène. Ensuite, comme c'est une base, on perd l'hydrogène de la fonction acide. Attention, c'est la fonction acide qui part. C'est l'hydrogène de la fonction acide qui part. Et du coup, je fais apparaître le signe négatif et 3 doublés non-liants. Pour la suite, on note AH l'acide lactique et A- sa base conjuguée. La réaction chimique entre l'acide lactique AH et l'eau du biberon conduit à un équilibre chimique. AH aqueux plus H2O liquide qui va donner A- plus H2O H3O+. La mesure au laboratoire du pH du lait contenu dans le biberon indique un pH de 6,2. Question 12. Après avoir représenté un diagramme de prédominance du couple AH-A-, indiquez quelle espèce prédomine dans le lait du biberon. Petit diagramme de prédominance, donc un axe pH, qu'on nomme pH bien sûr. On positionne le pK en premier, à 3,9. Les deux concentrations sont identiques à pKa. Avant, c'est la concentration de la AH qui est supérieure à A-, donc c'est-à-dire que AH prédomine. Après le pKa, concentration de AH est en dessous de A-, c'est-à-dire que c'est A- qui prédomine. On positionne notre pH à 6,2, du coup supérieur à pKa, A- est l'espèce prédominante dans le lait du biberon. Exprimer la constante d'acidité Ka du couple AH-A- en fonction des concentrations AH, A-, H3O+, et c'est 0.
condition à concentration standard. Donc K bah, il sera égal à, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Donc c'est-à-dire que on va regarder notre réaction chimique, on mettra en numérateur les produits sous forme de concentration à l'équilibre, hein, c'est K, divisé par la concentration de AH fois C0, on ne met pas H2O, hein, on ne met pas tout ce qui est solvant. On déduire que la concentration en ion lactate A- dans le lait du biberon est environ 200 fois supérieure à celle en acide lactique AH. Donc là, bah, j'ai transposé le H3+, j'ai fait une multiplication devient une division. Mon C0, j'ai fait partir, ça pas très utile puisque ça vaut 1. Ensuite, mon K, bah, je me connais la formule, c'est 10 moins pK, et mon H3+, la formule c'est 10 moins pH. J'utilise la propriété des puissances, que je remonte la puissance moins pH, ça devient plus pH, donc j'ai mis en premier ici, positif, pH moins pK. Application numérique, on remplace, et on trouve bien nos 200. Donc la concentration de A- est 200 fois supérieure à la concentration de AH. On part maintenant sur le dosage de l'acide lactique. Afin de déterminer la concentration en acide lactique dans le lait, on met en œuvre le protocole suivant. On verse dans un air-médiateur 40 ml de lait, on ajoute 150 ml d'eau distillée, ajouter quelques gouttes d'indicateurs colorés pour permettre de repérer l'équivalence. On place un air-médiateur sous une burette remplie de solution d'hydroxyde de sodium, concentration connue, agiter, verser jusqu'à changement de couleur et noter le volume. Donc on répète ça plusieurs fois et ils font la moyenne du volume équivalent, 12,2 ml. Au cours de la transformation, les couples acide-base mis en jeu sont AH- et H2OH-. Écrire la réaction du support du dosage en question. 15. Bah, j'ai réécrit les couples, et du coup, c'est mon acide que je dose, du coup, puisqu'un acide va réagir avec une base à un autre couple. Donc je vais mettre H-, acide plus H- donne A- plus H2O. De toute façon, on nous précise que c'est bien H- qui est dans la burette. Déterminer la concentration en masse d'acide lactique dans le lait du biberon. Une petite équivalence, les réactions sont introduites dans les proportions stoichiométriques. La relation à l'équivalence, quantité de matière de AH est égale à quantité de matière de H- divisé par leur coef, ici c'est coef 1. C'est-à-dire que la concentration d'acide fois le volume de lait est égale à CB fois le volume équivalent en moyenne. La concentration d'acide est égale à CB fois VBE sur VL. Concentration en masse, puisqu'on nous demande la concentration en masse. Cm est égal à C acide fois masse molaire de l'acide. Cm est égal, du coup, j'ai remplacé C acide par mon expression que j'ai trouvée juste avant. Application numérique, on trouve, donc je remplace 2,010-2 fois 12,2 divisé par 40, donc là pas besoin de convertir en les millilitres, hein, puisque j'ai millilitres en haut, millilitres en bas, fois 90 la masse molaire de l'acide, on trouve 0,55 g par litre. La dispersion des mesures de VBE peut s'expliquer par des imprécisions sur les valeurs de certains paramètres. Question 17, parmi les deux paramètres suivants, volume de lait VL et volume d'eau distillée VO, indiquez lequel a une incidence sur la valeur de VBE. VBE est lié au volume de lait car on dose l'acide présent dans le lait. Donc si on change le volume de lait, eh ben on changera le volume équivalent. Tout ce qui est acide se trouve dans le lait, c'est pas dans l'eau. Hein. Suivi temporel de la concentration en acide lactique dans plusieurs échantillons. Les tests ont été effectués sur 3 échantillons provenant du lait d'un biberon classique préparé par dissolution de lait en poudre dans de l'eau. Ces échantillons ont ensuite été stockés pendant plusieurs jours aux températures suivantes. Le numéro 1 à 5 degrés, le numéro 2 à 20 degrés, le numéro 3 à 30 degrés Celsius. Un suivi par titrage a permis de déterminer la concentration en masse d'acide lactique dans chaque échantillon en fonction du temps. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. Chaque courbe correspond à l'un des échantillons étudiés. Question 18. Donc on rappelle que les normes en vigueur faut être inférieur à 18 degrés d'ornique. Question 18. À l'aide du graphe de la figure 3, déterminez au bout de combien de temps les échantillons 2 et 3 ne sont plus considérés comme étant des laits frais. Alors, on sait que la température est un facteur cinétique. Plus la température est élevée, plus la réaction se fera rapidement. La courbe A est liée à la température de 30 degrés, puisqu'il y a beaucoup plus de concentration en acide lactique. La courbe B sera celle de 20 degrés. On sait que le lait reste frais si son acidité est inférieure à 18 degrés d'ornique. Donc 1 degré d'ornique
correspond à 0,1 g par litre de lait. Le 18 degrés d'Ornick, ça correspondra donc à 1,8 g par litre de lait. Donc ensuite, on va tracer, on va se positionner à 1,8 sur le graphique et on va relever les temps sur les courbes A et courbe B. Donc approximativement, j'ai trouvé t égale 23 heures et courbe B, t égale 41 heures. Au bout de 23 heures, la courbe A, le lait A n'est plus... l'échantillon 3 n'est plus frais au bout de 23 heures. Et l'échantillon 2 au bout de 41 heures. Voilà ce qui conclut le bac Centre étranger 2023, contrôle de la qualité d'un biberon. Exercice 1. Bravo si tu as tout réussi. Abonnez-vous.